Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à l'extension Mort de Brune, la maison de l'horreur, qui va sortir en France le 27 septembre. Et on va voir dans cette vidéo l'ensemble des commandeurs qui vont hanter notre format grâce à cette extension. On va commencer par Aminatou Percevoile, qui est humain et sorcier, et qui fait qu'au début de notre entretien, on va surveiller deux. C'est-à-dire qu'on va regarder les deux cartes du dessus de la bibliothèque, puis soit les mettre au cimetière, soit les remettre dans l'ordre qu'on veut au-dessus de la bibliothèque. Elle fait aussi que chaque carte d'enchantement dans notre main a le miracle, et que le coût de miracle est égal au coût de mana de la carte réduit de 4. Pour rappel, le miracle, ça fait que si c'est la première carte qu'on pioche dans le tour, on peut la lancer pour son coup de miracle. C'est-à-dire que là, tous les enchantements, on va pouvoir les lancer pour -4, donc ça permet de jouer des gros enchantements, on va s'orienter davantage vers un deck enchantress, ou alors vers la stratégie top deck, en sachant que dans la colorité Esper, il y a pas mal d'éphémères ou de rituels qui permettent d'aller chercher des cartes pour les mettre au-dessus de la bibliothèque. Ensuite, on a Valgavoth Herseur d'Armes, qui est une 4-4 pour 4, qui a le vol et aussi la parade payée de points de vie. Il a également qu'à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant la première fois à chacun de ses tours, on va mettre un marqueur +1/+1 sur Valgavoth et aussi piocher une carte. Donc c'est un commandeur qui s'oriente vers la stratégie groupe slug, c'est-à-dire infliger régulièrement des dégâts à tous les adversaires, d'autant que la parade payée de points de vie est assez synergique avec cette stratégie, et il est également assez intéressant parce qu'il est en lui-même un moteur de pioche. Ensuite, on va continuer avec Frima, l'opportuniste cynique, qui est une 2-5 pour 4, humain et psychagogue. Il a le contact mortel, et aussi qu'à chaque fois qu'il attaque, on va meuler 3 cartes. Il a également le délire, c'est-à-dire qu'au début de notre étape de fin, on peut exiler n'importe quel nombre de cartes depuis notre cimetière, avec au moins 4 types de cartes parmi elles. Et si on fait ça, on peut mettre une carte de permanent parmi elles sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité sur elle. Fatalité, c'est-à-dire que la créature avec le marqueur fatalité doit mourir, et ben en fait à la place on va l'exiler. Donc c'est un commandeur qui rentre dans une stratégie meule, mais aussi pourquoi pas une stratégie réanimation, parce que les marqueurs fatalité sont un malus assez acceptable en soi. Ensuite, on a Zimone, détisseuse de mystère, qui est une 3-3 pour 4, humain et sorcier. Elle a le touche-terre, qui va faire qu'à chaque fois qu'un terrain arrive, on va manifester l'effroi, si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Sinon, on peut retourner face visible permanent qu'on contrôle. Manifester l'effroi, c'est une nouvelle mécanique qui fait qu'on peut regarder les deux cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut mettre l'une d'elles au champ de bataille face cachée comme une créature de 2, et l'autre, on peut la mettre dans le cimetière. La carte qu'on a mis face cachée, on peut la retourner à tout moment pour son coup de mana, c'est une carte de créature. Donc là, on peut rentrer dans une stratégie terrain ou une stratégie touche-terre, qui sont des stratégies assez familières dans ces couleurs. On a ensuite Altanak, lui qu'on appelle 3 fois, qui est une 9-9 pour 7, insecte et bête. Il a le piétinement, et aussi, chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on va piocher une carte. On peut payer 2 mana, se défausser d'Altanak, et renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de terrain ciblée depuis notre cimetière. On va passer assez rapidement sur cette carte parce que je la trouve pas très forte, assez chère pour ce qu'elle fait, et pas très synergique avec le commandeur. Mais si vous avez des idées de synergie dans lesquelles on pourrait l'incorporer, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je suis assez curieux. Ensuite, on a Arabelle, poupée abandonnée, qui est une 1-3 pour 2 dans les colorités Boros. Elle a le type jouet, et à chaque fois que cette carte va attaquer, elle va infliger X blessures à chaque adversaire, et on peut payer X points de vie, X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que l'on contrôle. Bon, et bien là, on s'oriente assez clairement vers une stratégie token, avec aussi la synergie gain de points de vie, et aussi la synergie des créatures avec moins de d'attaque, que l'on retrouve dans pas mal de cartes blanches. Ensuite, on a Kian, mémoire corrompue, qui est une 2-2 pour 4 dans les couleurs simiques. Elle a le type illusion, et tant que sa force est paire, elle va faire que les sorts non créatures ont le flash, et tant que sa force est impair, elle va faire que tous les sorts créatures ont le flash. Et aussi, à chaque fois qu'on pioche une carte, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur Kian. Moi, je trouve que c'est un commandeur assez original. Je la vois dans une stratégie plutôt marqueur, +1/+1, avec le côté assez défensif du flash, et la dernière ligne de texte qu'elle a fait qu'on met un marqueur +1/+1 sur elle à chaque fois qu'on pioche. Ça nous donne envie d'incorporer pas mal de cantrips, et aussi pourquoi pas des wheels en bleu. Ensuite, on va passer sur Kona, bestiole de sauvetage, qui est une 4-3 pour 4 en vert. Elle a le type bête et survivant. Et aussi, au début de notre deuxième phase principale, si cette carte est engagée, on peut mettre sur le champ de bataille une carte de permanent depuis sa main. Je trouve que c'est une carte qui est assez forte, on va s'orienter vers une stratégie big mana, en crachant de notre main des gros sorts. C'est une stratégie qui va tout à fait bien dans cette couleur. Le seul bémol, c'est que cette carte elle a un body assez faible défensivement, mais elle a une stratégie assez simple à mettre en place. Elle a juste besoin d'attaquer ou alors d'être engagée, ce qu'on peut faire en intégrant une stratégie véhicule. On va passer ensuite sur Marina Vendrell, qui est une 3-5 pour 5 dans les 5 couleurs. Elle a les types humain et psychagogue. Quand elle arrive sur le champ de bataille,
On va révéler les 7 cartes du dessus de notre bibliothèque. On met toutes les cartes d'enchantement qu'on trouve dans notre main et le reste sous la bibliothèque. Elle peut aussi s'engager pour verrouiller ou déverrouiller un accès d'une pièce ciblée que l'on contrôle. Donc là, quand on parle d'accès à une pièce, on parle d'une porte. C'est la nouvelle stratégie de Mornebrune. C'est qu'en fait, on va avoir des cartes qui s'appellent les pièces, des cartes doubles. Et au sein d'une carte, il y aura 2 portes. On va pouvoir jouer la carte en jouant l'une ou l'autre des portes. Et la deuxième porte restera verrouillée jusqu'à ce qu'on la déverrouille en payant son coup de mana. Donc c'est un commandeur qui s'oriente vers une stratégie enchantement, notamment une stratégie salle, qui sont également des enchantements. Sa capacité à activer est parfaite dans cette stratégie. Je trouve aussi que c'est un commandeur qui pioche énormément, même s'il est assez cher, donc j'y rajouterai un peu de blink pour permettre de proc son ETB un peu plus souvent. C'est un commandeur qui sera très bien pour ceux qui veulent découvrir et se familiariser avec l'extension. On a ensuite Marvin Mimique Meurtrier, qui est une 2-2 pour 2 en incolore. Il a le type artefact et jouet, et lui tout simplement il a toutes les capacités activées des créatures que l'on contrôle. Bon bah c'est un commandeur qui s'oriente clairement vers une stratégie capacité activée, ou alors vers une synergie artefact. On passe ensuite à Nashi, chercheur de l'ombre, qui est une 2-2 pour 2 en bleu-noir. Elle a la menace, et aussi à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on va meuler autant de cartes. Et parmi les cartes meulées, on va pouvoir mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires ou d'enchantements parmi elles dans notre main. Si jamais on n'a pas mis de cartes dans notre main de cette manière, on va mettre un marqueur +1/+1 sur Nashi. C'est un commandeur qui s'oriente vers une stratégie sort historique ou alors enchantement, et je trouve que c'est un commandeur qui est pas très cher à invoquer, qui peut potentiellement piocher beaucoup, et qui a un effet qui est pas très dur à proc grâce à la menace. On passe ensuite à Nico, lueur d'espoir, qui est une 3-4 pour 4 dans les couleurs bleu-blanc. Il a les types humain et sorcier, et quand il arrive sur le champ de bataille, il va créer 2 jetons éclats. Ce sont des jetons enchantement qu'on peut sacrifier en payant 2 et faire un regard 1, puis piocher une carte. Il peut aussi s'engager en payant 2 incolores, et alors on va exiler une créature non légendaire ciblée qu'on contrôle. Les éclats qu'on a sur le champ de bataille deviennent des copies jusqu'à la fin du tour de cette carte, et on va faire revenir la carte exilée au début de la prochaine étape de fin. C'est un commandeur qui m'intéresse pas mal parce que j'adore la stratégie Blink, et vers cette colorité, cette stratégie elle va être comme un poisson dans l'eau. Je trouve ça dommage que son moteur à Blink il ait un coup d'activation, mais c'est un peu compensé par le fait qu'en plus du Blink, il crée des copies des créatures que l'on possède, et aussi on a tout le côté pioche potentiel. On peut aussi lui rajouter une stratégie enchantement, pourquoi pas, dans le sens où les jetons éclats que lui génère sont des enchantements. On va ensuite passer à Norine, survivaliste agile, qui est une 2-1 pour 1 rouge, qui a les types humain et quartz. C'est une carte qui ne peut pas bloquer, et aussi à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle devient bloquée, on peut l'exiler, et alors on peut jouer cette carte depuis l'exil ce tour-ci. On va passer assez rapidement sur cette carte parce que je la trouve assez faible. Je vois pas vraiment ce qu'elle peut faire à part jouer des sorts depuis l'exil. Donc pour moi ça reste une carte de niche ou alors pour des builders qui veulent aller chercher des choses assez loin. On va ensuite parler d'Arrache-Gueule Nigrinçon, qui est une 5-5 pour 5 dans les colorités Golgari. Elle a le type artefact et épouvantail, mais a aussi la menace portée quand cette carte arrive sur le champ de bataille. Et à chaque fois qu'on va jouer une carte avec au moins 2 types de cartes, chaque joueur va créer un jeton 2-2 avec le vol, et ces jetons vont être incités pour le reste de la partie. C'est-à-dire qu'ils attaquent à chaque combat si c'est possible, et ils attaquent un joueur autre que nous. C'est un commandeur, de par le fait qu'il crée des tokens qui ont l'incitation, qui va s'adresser à des joueurs qui pour moi veulent mettre un peu le boxon. Et aussi c'est une carte qui a le bon goût d'avoir la menace et la portée. On va passer ensuite à Rip Chasseuse Tangence, qui est une 4-4 pour 4, 2 incolores, 1 vert, 1 blanc. Elle a les types humain et survivant. Et aussi, au début de notre deuxième phase principale, si elle est engagée, on va révéler les X cartes dessus de la bibliothèque, X étant sa force, mettre n'importe quel nombre de cartes, de créatures et ou de véhicules avec des forces différentes parmi elles dans notre main, et mettre le reste au-dessous de la bibliothèque. C'est un commandeur qui a une capacité déclenchée qui est assez facile à proc, parce qu'il a juste à s'engager, alors soit pendant le combat, soit grâce à un véhicule. Et on va s'orienter d'ailleurs vers une stratégie plutôt véhicule, parce qu'il permet d'en piocher énormément et aussi de piocher des créatures. Et aussi pour piocher beaucoup plus, on va essayer d'augmenter la force de ce commandeur en intégrant une stratégie marqueur +1/+1. On va s'intéresser maintenant au joyeux fabricant de ballons, qui est une 1-4 pour 3 dans les colorités Boros. C'est une carte qui a les types humain et clown et la célérité. Elle peut aussi s'engager pour un incolore et créer un jeton qui est une copie d'une autre créature qu'on contrôle, excepté que c'est un ballon et qu'il a le vol et la célérité. Et ce ballon, on doit le sacrifier au début de la prochaine étape de fin. C'est un commandeur que je trouve assez intéressant et assez fort, et que moi j'orienterai davantage vers une stratégie ETB, notamment parce qu'il peut créer des copies de nos créatures. Il est aussi assez intéressant parce qu'il permet de faire son effet dès qu'il rentre sur le champ de bataille, et aussi il a un body assez défensif. On va ensuite avoir le Seigneur de la Souffrance, qui est une 5-5 pour 5, 3 incolores, 1 rouge, 1 noir. Il a la capacité de menace, qui va faire que nos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie. Et aussi, à chaque fois qu'un joueur va lancer son premier sort à chaque tour, on va choisir un autre joueur ciblé, et le Seigneur de la Souffrance va infliger un nombre de blessures égal à la valeur de mana du sort au joueur choisi. C'est un commandeur pour moi qui reflète totalement l'esprit de cette extension. Il y a un côté sadique, dans le sens où quand nous ou les autres joueurs, on va lancer un sort, et ben ce commandeur, lui, il va réorienter la valeur de ce sort sur quelqu'un. Donc au sein d'une table commandeur, tous les joueurs vont vouloir lancer des gros sorts pour que ce commandeur réoriente les dégâts sur quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un commandeur qui peut amener pas mal de boxons, et aussi ramener énormément de tension quand il est sur table, parce que déjà, il empêche nos adversaires de gagner des points de vie, et parce qu'aussi en construisant ce deck, on va s'orienter vers une stratégie groupe slug, et en bonus, il a la menace et un body conséquent. On a ensuite le maître des clés, qui est une 3-3 pour les
3 couleurs d'espère plus un coup en X. C'est une créature enchantement qui a aussi le type horreur. Elle a le vol et aussi quand elle arrive, on peut mettre X marqueur plus 1 sur lui et meler 2 fois X cartes. Elle a aussi que chaque carte d'enchantement dans notre cimetière a l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte plus l'exil 3 autres cartes de notre cimetière. Pour rappel, l'échappée c'est qu'on peut lancer des cartes depuis le cimetière pour leur coût d'échappée. C'est un commandeur qui s'oriente vers une stratégie plutôt enchantement en étant lui-même assez synergique avec une stratégie automole. On s'intéresse ensuite à l'écorcheur d'esprit, qui est une 10-1 pour 3 mana bleus. C'est une créature enchantement et aussi cauchemar. Cette carte ne peut pas être bloquée, et elle a aussi que si une source que l'on contrôle devrait infliger des blessures à un adversaire, on va prévenir ces blessures et chaque adversaire meule autant de cartes. Ce commandeur, avec son body tout à fait atypique, qui s'oriente assez clairement vers une stratégie meule, qui va très bien avec la couleur bleue. On a ensuite le Tisseur des Saints, qui est une 2-3 pour 4 en Golgari. C'est une créature artefact et aussi épouvantail. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer 2 jetons de créature 1-1 insectes avec le vol. Il a aussi que tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de notre cimetière, les insectes et les araignées qu'on contrôle gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Bon voilà, c'est un commandeur qui est clairement tribal insecte ou alors tribal araignée. Voire on peut s'orienter plus largement sur une stratégie d'un deck token. On a ensuite la sauveteuse vagabonde, qui est une 3-4 pour 5 en blanc. Elle a les types humain et samouraï et noble, mais a aussi le flash et la convocation, et aussi la double initiative. Et les autres créatures engagées que l'on contrôle ont la défense talismanique. Là, avec ce commandeur, on peut s'orienter vers un deck tribal humain, qui est un tribal assez fort, mais aussi vers une synergie token et convocation, qui sont 2 synergies qui vont bien ensemble. On passe désormais sur Toby, apprivoiseur de bestioles, qui est une 1-1 pour 3 en blanc. Elle a les types humain et sorcier. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va créer un jeton de créature 4-4 qui a « Cette créature ne peut pas attaquer ou bloquer seule ». Toby fait également que tant qu'on contrôle au moins 4 jetons de créature, les jetons de créature qu'on contrôle, on le vole. C'est une carte que je trouvais assez stylée jusqu'à ce que je regarde plus près et que je trouve qu'elle est complètement flippée. Et avec elle, on va s'orienter davantage vers une stratégie token en la saupoudrant d'un peu de sort de blink pour permettre de proc assez souvent son ETB. Ensuite, on va voir Tyvar le Marteleur, qui est une 3-3 pour 3 en vert. Elle a les types elfe et guerrier. On peut engager une créature dégagée qu'on contrôle, et à ce moment-là, Tyvar acquiert l'indestructible et on l'engage. Il a aussi une capacité activée pour 5, qui va faire que les créatures que l'on contrôle gagnent +X jusqu'à la fin du tour, X étant la force la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle. Bon, c'est un commandeur que je trouve assez mauvais parce que je trouve qu'il est assez cher à mettre en place, même si c'est potentiellement pas un problème en vert. Si on voulait le faire fonctionner, moi je m'orienterais vers une stratégie big mana et token pour à la fois générer beaucoup de tokens qu'on va booster, et le côté big mana pour à la fois beaucoup ramp et aussi poser des grosses créatures qui vont permettre de proposer un boost acceptable. On a ensuite Valgavoth, dévoreur de terreur, qui est 9-9 pour 9 en noir. Elle a les types ancêtre et démon, et aussi le vol, le lien de vie et la parade sacrifiée de 3 permanents dans le terrain. Elle a l'effet que si une carte qu'on ne contrôle pas doit être mise dans un cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, on l'exile à la place. Et aussi pendant notre tour, on peut jouer des cartes exilées par Valgavoth, et si on lance un sort de cette manière, on paye un nombre de points de vie égal à la valeur de mana à la place de son coût de mana. Bon, c'est un commandeur qui est assez cher à invoquer, même si une fois qu'il est en place, il est dur à déloger, du fait de sa parade. Et si on veut le build, on peut s'orienter vers une stratégie un peu comme ce que fait le commandeur Crick, c'est-à-dire jouer des cartes un peu gratuitement en payant des points de vie, et aussi gagner beaucoup de points de vie par le lien de vie. Donc on peut y intégrer une stratégie lifelink. Et on a aussi un petit bonus avec ce commandeur, c'est qu'il a le bon goût de gérer les cimetières. On va parler ensuite de Victor, sénéchal de Valgavoth, qui a une 3-3 pour 3, un incolore, un blanc, un noir. Elle a les types humain et psychagog, et elle a, à chaque fois qu'un enchantement qu'on contrôle arrive, et à chaque fois qu'on déverrouille complètement une pièce, on va surveiller 2, si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois, chaque adversaire va se défausser d'une carte. Si c'est la troisième fois, on va mettre sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une carte de créature depuis un cimetière. Donc c'est un commandeur assez intéressant si on veut découvrir et se familiariser avec la synergie de Mornebrune. Et avec lui, on s'oriente assez clairement vers une synergie enchantement, avec un petit bonus pour la réanimation. On a ensuite Frima, guide misanthrope, qui est une 3-4 pour 4, pour un incolore, un noir, un rouge, un vert. Il a les types humain et psychagog, mais aussi la parade 2, et au début de notre entretien, chaque joueur va piocher 2 cartes. Il a aussi, tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de notre cimetière, la taille de main maximum de chaque adversaire est égale à 7 moins le nombre de ces types de cartes. Frima, c'est un des commandeurs très forts de l'extension, il a un body assez défensif, il a la parade, et avec lui, on va s'orienter sur une stratégie Will, avec les mêmes cartes qui font mal que Nekusa par exemple, mais aussi pourquoi pas sur de l'automeule et une stratégie cimetière. Et enfin, on a Zimone, toujours interrogatrice, qui est une 1-1 pour 3 en simul. Elle a les types humain et sorcier. Elle a qu'au début de notre étape de fin, si on a mis un terrain sourcil et qu'on contrôle un nombre premier de terrain, on crée Primo l'Indivisible, qui est un jeton de créature 0-0, puis on met autant de marqueurs +1/+1 sur lui. Alors les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. C'est un commandeur qui est assez original avec le côté nombre premier, et avec lui, on va s'orienter vers une stratégie land ou touche terre. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens aussi à préciser que tout ce que j'ai dit, ça reste mon analyse et mon avis, mais je serais curieux d'avoir le vôtre, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez le partager. À bientôt!